Monsieur le Président du Conseil départemental des Hauts-de-Seine, cher Georges, Monsieur le Préfet des Hauts-de-Seine, Monsieur le Secrétaire général de la Préfecture des Yvelines, représentant Monsieur le Préfet empêché, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames les vice-présidentes et Messieurs les vice-présidents des conseils départementaux et régionaux, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux, Mesdames et Messieurs les maires, adjoints aux maires et conseillers municipaux, Mesdames et Messieurs les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, Mesdames et Messieurs des autorités civiles, militaires et religieuses, j'ai fait le pari de n'oublier personne, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, Mesdames et Messieurs les fonctionnaires et en particulier nos collaborateurs, Mesdames et Messieurs les responsables associatifs, Mesdames et Messieurs, chers amis. Nos départements, Georges Siffredi a commencé de l'évoquer, entrent à nouveau dans une période difficile. Une période qui constituera un défi pour le maintien de leur ambition au service des populations de leur territoire, un défi peut-être même pour leur survie en tant qu'institution. Pourquoi ? Georges l'a expliqué, la crise immobilière structurelle que nous rencontrons, qui conjugue à la fois une crise de l'offre et une crise de la demande, à laquelle s'ajoutent de nécessaires mais sans doute brutales adaptations liées aux questions climatiques, font que nous sommes installés dans une crise d'une très grande violence. Les vieux de la vieille, j'en vois quelques-uns dans la salle, enfin je ne me considère pas comme en faisant partie, regardent cette situation, nous non plus, non mais bien sûr Georges, avec stupéfaction en se demandant s'ils ont jamais traversé pareille tempête. Or, nos départements franciliens tirent 1/5 de leurs ressources de l'imposition de ces transactions immobilières. 1/5 de nos ressources. En 2023, nous aurons perdu à l'échelle des départements de l'Île-de-France 800 millions d'euros de recettes, ce qui représente près de 10% de nos ressources totales. Et il est probable que cet impact très lourd s'aggrave encore en 2024. Cette crise financière, mes chers amis, ne serait pas aussi difficile à surmonter si, depuis plusieurs années, l'État, et en particulier à l'initiative du président de la République, ne s'était engagé dans une tentative de destruction de la fiscalité locale. Tout a commencé avec la suppression de la taxe d'habitation, un impôt créé en 1791. Un impôt créé en 1791 et qui, depuis 1917, représentait la base de la fiscalité communale. Cette suppression est une erreur profonde, un contresens démocratique. La taxe d'habitation était le dernier impôt direct acquitté par une partie significative de la population. Sa disparition, justifiée par le souhait évidemment sympathique de rendre du pouvoir d'achat aux Français, achève de rompre le lien pourtant essentiel entre la citoyenneté et l'impôt, lien essentiel dans une démocratie. Elle ne peut aussi qu'affaiblir, et ça nous renvoie à la crise que nous évoquions, la volonté, la motivation des maires pour construire de nouveaux logements alors que nous en manquons cruellement. Dans son discours d'il y a déjà 3 ans, Monsieur le Président nous avait annoncé que cette mesure n'était que le début d'une refonte en profondeur de la fiscalité locale, je cite, visant à garantir pleinement l'autonomie financière et locale et fiscale des communes. Ce n'est hélas pas ce que nous avons vu. Ce que nous avons vu, c'est en quelque sorte une politique du sapeur camembert. On creuse un trou pour en reboucher un autre. Ça n'est pas une politique conséquente. Pour compenser la perte de cette taxe, effectivement, vous le savez, l'État a transféré la taxe foncière des départements, qui était le dernier impôt sur lequel nous avions un pouvoir de taux, pour le donner aux communes. En conséquence, le département, et Georges l'a fort bien dit, se trouve d'un côté avec une hausse très forte de ses dépenses et d'autre côté des recettes qui, elles, sont en chute libre. Nous n'avons donc pas d'autre solution que de réduire impérativement et immédiatement nos dépenses. À moyen terme, il nous faudra sans doute réévaluer nos méthodes
voir comment nous pourrons faire des efforts différemment. Et à long terme, il nous faudra enfin déboucher sur cette conception nouvelle de la démocratie locale absolument nécessaire pour faire que les petites républiques que sont les collectivités locales puissent vivre pleinement pour faire vivre la grande République. C'est la raison pour laquelle 2024 et les années prochaines ne seront pas des années faciles pour les départements et pour tous les partenaires, que ce soit des partenaires publics ou associatifs. Alors que l'État, qui n'est jamais en reste de leçons de bonne gestion, vient de voter un budget 2024 en hausse de 7,2%. Le département des Yvelines a pour sa part adopté un budget en baisse de 5% en euros courants, ce qui signifie une baisse de 10% si nous tenons compte de l'inflation. Cela peut paraître limité, mais c'est en fait une baisse énorme, car certaines de nos dépenses, et non des moindres, ne sont pas compressibles. D'autres vont inévitablement s'accroître, nous l'avons évoqué, comme le RSA, comme l'augmentation des salaires, puisqu'il y a une augmentation du point d'indice de la fonction publique. Cela veut dire que cette économie de 10% sur l'ensemble du budget va nécessiter des baisses de 20, 30, 40, voire 50% dans des secteurs dont nous avons le contrôle. Dès cette année, nous donnerons donc moins à nos communes, à nos intercommunalités. Nous aiderons moins toutes les associations et les partenaires de nos politiques de solidarité. Nous construirons moins de collèges que nous ne l'avions envisagé. Nous investirons moins dans la santé, moins dans le logement, moins dans la rénovation urbaine, moins dans les transports que ne l'exigeraient les besoins de notre territoire et de nos populations. Nous ne pourrons pas atteindre les objectifs que nous avions adoptés pour la diminution de nos émissions de gaz à effet de serre. Cela va engendrer beaucoup de frustration, de déception, de colère parfois. Je les comprends, je les partage. Est-ce une bonne politique? À l'évidence, non. Existe-t-il une autre politique à court terme? À l'évidence, non. Cet effort de maîtrise de la dépense est d'autant plus difficile qu'en ce qui concerne le département des Yvelines, mais nous sommes très proches en cela avec le département des Hauts-de-Seine, nous avons déjà des dépenses de fonctionnement particulièrement faibles car nous sommes très économes dans la gestion quotidienne par habitant. Mais cette situation, une fois encore, affecte pas simplement nos deux départements, mais l'ensemble de la région. Quelques chiffres. Les investissements de nos départements atteignaient en 2022 2,6 milliards d'euros. C'est davantage que la région Île-de-France, 2,5 fois plus que la ville de Paris, 15 fois plus, pardon de le dire, Monsieur le Président, que la métropole du Grand Paris. En 2023 et en 2024, la nécessité de poursuivre les projets déjà engagés va nous contraindre à puiser dans notre épargne et à nous endetter. Mais je prédis que forcément, en 2025, notre capacité d'investissement sera diminuée de moitié avec les conséquences économiques et sociales sérieuses que chacun devine. Nous avons donc développé, mais Georges l'a dit et je n'y insisterai pas, un travail important à travers le FS2I, c'est-à-dire le Fonds de solidarité interdépartemental. Nous avons franchi une étape en créant l'Association des départements d'Île-de-France pour justement essayer de faire entendre ce message là où il est nécessaire qu'il soit entendu, car nous voulons peser dans les débats, que ce soit les débats autour de cette question de la fiscalité locale, mais comme aussi autour du Grand Paris. C'est aussi avec les communes que nous formons depuis 2 siècles, et je voudrais y insister, la base indissociable de nos institutions. Nous sommes interdépendants, nous sommes les collectivités auxquelles les Français sont attachés, communes et départements. Nous sommes, dans cette période de crise démocratique profonde, la vraie démocratie. Pas parce que nous serions revêtus d'une forme d'onction suprême, d'une grâce jupitérienne, mais à l'inverse, parce que nous sommes la démocratie à portée de coups de pied au cul. Celle qui ne peut se permettre, sans rappel à l'ordre immédiat, de méconnaître la réalité vécue par nos concitoyens qui ne sont pas des abstractions, mais qui sont de vrais gens. Nous sommes aussi la bonne gestion de l'argent public. Comme aimait à le dire, chère Sophie, Patrick Devedjian, le pire des maires est meilleur gestionnaire que l'État. Nos dépenses ne dépassent jamais nos recettes.
Nous réalisons plus de 3/4 de l'investissement public avec à peine 1/10 de la dette publique. Ce qui est mauvais pour les départements ne peut être bon pour les communes et inversement, nous sommes légitimes et efficaces ensemble, pas séparément. Ensemble, nous devrons nous élever contre ces pratiques désinvoltes qui sont en train de tuer la décentralisation, pourtant beaucoup moins avancée dans notre pays jacobin que chez la plupart de nos voisins. Honteusement, sans l'annoncer, peut-être même, et c'est pire, inconsciemment, on étrangle la responsabilité locale au profit des ministères lointains, des agences bureaucratiques. Au sein même de l'État, ce mouvement s'accompagne d'une diminution aussi déplorable des moyens de nos administrations préfectorales, départementales, qui partagent avec nous la connaissance de territoires et des populations au profit d'échelons lointains, plus régionaux ou nationaux. C'est absurde, ce n'est pas efficace, ce n'est pas ce que souhaitent les gens qui attendent d'être administrés au plus près de chez eux. Tout cela ne relève pas de la tambouille administrative. Il s'agit d'un des débats démocratiques les plus sérieux que notre société devrait avoir. Historiquement, les libertés locales sont le creuset des libertés publiques. La centralisation a toujours été l'outil et la marque de fabrique de l'absolutisme. Mais ce combat pour la liberté, ne peut pas être conduit par les seules collectivités locales, dans ce qui pourrait apparaître comme une forme de défense corporatiste. Nos communes, nos départements ne servent pas des intérêts particuliers. Ils forment une forme légitime importante de l'intérêt général, une forme moderne également, car rien n'est plus archaïque que la centralisation. Nous ne devons pas être les seuls à en être convaincus. Il est temps que tous les élus, nos élus nationaux, nos partis politiques, nos médias, nos intellectuels, nos universitaires, nos citoyens prennent conscience de ce qui est en train de se passer, de ces bricolages incessants qui n'éclairent aucune stratégie et qui finissent par détruire, dans l'indifférence générale, des acquis essentiels de ce pacte républicain que chacun pourtant aime évoquer et dont tous se plaisent à déplorer, la bouche en cœur, l'affaiblissement. En attendant, dans les mois qui viennent, nous allons devoir réexaminer nos priorités, nos engagements, nos manières de nous organiser, nos façons de construire, bref, du sol au plafond. Il va nous falloir inventer une gestion encore plus frugale, durablement frugale. De la même manière, nous allons devoir insister sur la recherche de solutions communes et d'approfondissement de nos coopérations. En particulier, avec notre partenaire privilégié que sont les Hauts-de-Seine, nous devrons, malgré les obstacles, poursuivre sans faillir le projet de la ligne 18 Nord du Grand Paris Express, qui a franchi un premier cap essentiel en 2023 grâce au vote unanime du conseil d'administration de la Société du Grand Paris pour en lancer les études. Tu as évoqué, mon cher Georges, Éole. La ligne Nord sera la nouvelle frontière, comme Éole l'a été. Et nous devrons encore et toujours associer nos efforts, cher Georges, tant l'Ouest parisien est le grand oublié des politiques publiques. Pour preuve, le coût énorme, et nous en avons la preuve ici, que nous avons assumé, cher Georges, pour le financement des équipements olympiques sur notre territoire, pour des Jeux qui sont censés être ceux de Paris, mais que nous nous devions d'aider, parce que chacun l'a compris. Ce seront d'abord les Jeux en France, de la France. Voilà pourquoi, en formant d'abord des vœux personnels, pour chacune et chacun d'entre vous, je forme un seul vœu pour la France en 2024. Que cesse le temps des mots ronflants et des bons sentiments, que vienne enfin celui d'une vraie réflexion, d'un vrai débat et d'une action décisive. Quand cette année olympique, notre pays s'inspire de la devise ciselée par un grand Yvelinois, le baron Pierre de Coubertin, et forge une ambition nouvelle d'aller plus vite, d'aller plus haut, d'aller plus loin, tous ensemble. Bonne année 2024.